Bonjour. Bonjour et bienvenue aux nouveaux participants. Bonjour. Bonjour. On se laisse 5 minutes pour accueillir un peu tout le monde. Pendant ce temps, ce que je vous propose, c'est de vous renommer avec votre prénom et la structure que vous représentez. Et coupez votre micro, s'il vous plaît. Bon, je vais commencer. Thierry Coupé, Alliance française Bretagne, bonjour. Notre structure est une structure d'apprentissage du français de langue étrangère sur toute la Bretagne. Nous avons 3 annexes, Rennes, Saint-Malo et Brest. Effectivement, le sujet de l'insertion en entreprise nous intéresse énormément puisque nous faisons de la formation en entreprise, intra-entreprise, en présentiel ou en distanciel, tournée vers les publics d'origine étrangère qui travaillent déjà dans les entreprises bretonnes ou qui cherchent à travailler, qui cherchent un emploi. Voilà. Très bien. Alors, je vous remercie pour cette présentation. En revanche, je m'excuse, mais il y a énormément de participants, donc on ne pourra pas faire un tour de Zoom pour se présenter tous. Quand je pensais à se renommer sur la caméra pour avoir, nous, une vision de la structure présente et du prénom de la personne qui la représente. Bon, Excusez-moi pour la confusion. Ah oui, ok, super. En fait, les participants. Alors, du coup, est-ce que vous voyez comment faire pour vous renommer via votre caméra? Pas du tout. Hein. Allô? Alors, du coup, alors moi j'ai le partage de connexion. Du coup, vous pouvez faire sur les petites images, il y a 3 petits points et vous pouvez vous renommer. Est-ce que c'est bon pour accéder à l'option pour se renommer? Oui. Super. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, du coup, je vais répéter. Il y a des personnes qui arrivent au fil de l'eau, donc je vais répéter là pendant les quelques prochaines minutes les consignes. Alors, attendez, j'attends s'il y a des personnes qui vont arriver. Là, il y a un wagon qui arrive. Du coup, bienvenue aux nouveaux participants pour ce webinaire. On va commencer d'ici quelques minutes. En attendant, ce que je vous propose, c'est de vous renommer sur votre caméra en cliquant sur les 3 petits points et en précisant votre nom, prénom et la structure que vous représentez, et également de couper le micro, s'il vous plaît, sachant qu'il y aura toujours possibilité de poser des questions via le chat et moi, je pourrais intervenir dans la présentation pour les poser. Et aussi pour vous indiquer que ce webinaire est filmé et qu'il sera après accessible. Alors, du coup, on va commencer. Donc, petit rappel, donc se renommer sur la caméra avec nom, prénom et le nom de la structure, couper le micro, sachant qu'il y aura toujours des temps propices pour poser les questions. Le webinaire va être co-animé par Miguel et Alexis et avec un soutien technique de Lucie et Marion. Et du coup, moi, je pourrais intervenir pour faire remonter les questions qui ont été posées dans le chat.
Donc maintenant, je laisse la parole à Miguel pour démarrer le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Je vais très rapidement voilà, présenter le collectif Work with Refugees, pardon, surtout pour celles et ceux parmi vous voilà, qui ne connaîtraient pas le collectif et qui assistent voilà, à l'un de nos webinaires pour la première fois. Donc, nous sommes un collectif de 11 organisations actuellement. Ce sont 11 organisations qui accompagnent des personnes réfugiées vers l'emploi et ou la formation. Donc, si vous voulez, nous avons entre ces 11 organisations réuni nos forces dans un double objectif, à la fois changer le regard des entreprises et des organismes de formation sur les personnes réfugiés, mais également créer davantage de liens avec les entreprises et des organismes de formation pour favoriser l'accès à un emploi choisi des personnes réfugiées. Et comme vous le voyez, nous avons une série d'actions pour répondre à ce double objectif, à la fois sensibiliser voilà, des équipes RH, mais également des managers ou des collaborateurs aux questions du recrutement inclusif et au management inclusif comme on le fait aujourd'hui. Également, mettre en lien, créer des mises en relation professionnelles entre les personnes réfugiées que nous accompagnons dans nos structures respectives et des employeurs. Voilà, pour positionner les personnes sur des offres d'emploi ou de formation. Et également, nous pouvons également voilà, vous accompagner si vous représentez une entreprise ou même voilà, une entreprise de toute taille confondue dans votre démarche RH ou RSE si vous souhaitez entamer une démarche de recrutement inclusif des personnes réfugiées. Et vous voyez les 11 logos de nos structures. Voilà, n'hésitez pas si dans le chat vous avez des questions sur le collectif, on pourra y revenir. Très rapidement, dans la slide suivante, voilà, il s'agit aujourd'hui du troisième et dernier webinaire donc pour réussir l'intégration professionnelle des personnes réfugiées au sein des entreprises. Voilà, comme vous le savez, nous avons mis en place 2 webinaires l'année dernière. Un premier webinaire le 30 juin qui, si vous voulez, reposer le cadre avec la différence entre les personnes migrantes et les personnes réfugiées, également les freins à l'emploi et en emploi des personnes réfugiées et les leviers qui existent. Ensuite, le 7 octobre voilà, dernier, un webinaire centré sur les entretiens d'embauche inclusifs. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces 2 webinaires en replay sur le site du collectif Work with Refugees. Et voilà, comme je vous le disais, ce troisième webinaire voilà, clôture un premier cycle de webinaires. Voilà, au sein du collectif, voilà, nous réfléchissons à reprogrammer un nouveau cycle, mais voilà, bien entendu, nous vous tiendrons au courant. Et je vais très vite laisser la parole à Alexis pour terminer ce temps d'introduction. Et voilà, Alexis qui a quelques questions pour vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire, on souhaitait vous proposer quelques petites questions de quiz, non pas pour vous distribuer des bons ou des mauvais points, mais simplement pour voir un petit peu, vous êtes plus d'une quarantaine, donc forcément, on ne va pas pouvoir passer la parole à tout le monde pour démarrer. On va utiliser l'option du sondage avec Zoom pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe, avoir un panorama de toutes les pratiques dans vos structures qui existent déjà aujourd'hui. Et donc, vous voyez le sondage qui, normalement, vient de s'afficher avec une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir. Alors, si vous le voulez bien, je vais juste vous relire les questions avant de répondre. Peut-être, je sais que vous avez peut-être envie très vite de répondre, mais il n'y a pas de rapidité ici, il n'y a pas de points à gagner si vous êtes les premiers et les premières. Donc, je me permets de relire les questions. La première, avez-vous déjà managé une personne réfugiée au sein de votre structure? Pour voir justement où est-ce que vous en êtes sur ce sujet, puisque on peut se douter qu'avec les différents niveaux, il y aura plein de choses à partager ensuite. Pour la deuxième question, alors qui
a été faite entre autres avec le collectif Work with Refugees, une étude pour voir justement quand on regarde toutes les personnes aujourd'hui réfugiées, combien sont en situation de travail. Et enfin, dernière question, savoir est-ce qu'il y a des différences entre les personnes réfugiées, notamment entre les femmes et les hommes. Voilà, je vous laisse un instant peut-être pour répondre, soumettre votre réponse et puis ensuite on regarde ça ensemble. Alors, j'imagine que vous êtes tous et toutes en train de répondre, si ce n'est déjà fait. Évidemment, ce n'est pas la peine d'aller regarder les réponses sur Internet, ça n'aurait aucun intérêt et on vous fait bien confiance. Alors, peut-être pour la première question déjà. Alors, de mon côté, puisque je partage mon écran, mais j'ai pas la visibilité sur les réponses qui m'ont été données. Peut-être si je fais un appel à notre soutien technique, est-ce que je peux avoir l'information? Alors, je vais mettre fin au sondage. Super, merci. Mais de mon côté, je ne vois pas les résultats. Je ne sais pas si vous les voyez de votre côté. Alors, suspense pour tout le monde. Est-ce qu'on va pouvoir avoir... C'est bon, c'est parfait. Alors, pour la première, je vais partager, comme ça, normalement, on va voir ensemble. Vous êtes une majorité à ne pas avoir encore eu l'occasion de manager une personne réfugiée au sein de votre structure. Évidemment, puisque vous êtes connecté à ce webinaire, on pouvait se douter que vous êtes ouvert ou ouverte à cette possibilité. Ça tombe bien puisqu'on va pouvoir discuter de ça. Mais peut-être que aussi les structures qui en ont déjà eu l'occasion, voire qui le font régulièrement, pourront peut-être aussi à un moment de ce webinaire partager de leurs expériences. Ensuite, concernant le pourcentage de personnes réfugiées qui, un an après l'obtention de leur titre de séjour, sont en situation de travail. Alors, on a une majorité de personnes qui estiment qu'on serait à 15%. J'ai envie de dire, heureusement, c'est un petit peu mieux que ça, mais c'est pas non plus encore, il y a encore beaucoup de progrès à faire puisque la bonne réponse était la deuxième option à 42%. En tout cas, en 2018, les statistiques montraient 42% des personnes réfugiées, un an après l'obtention de leur titre de séjour, étaient en situation de travail. Donc, évidemment qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, en sachant bien sûr que ces 42% ne tiennent pas compte du travail illégal. Et enfin, dernière question qu'on souhaitait vous poser sur la distinction, vous avez bien compris, effectivement, ça peut malheureusement paraître logique. C'était bien la réponse 35%, le taux d'emploi des femmes réfugiées est à 35%. L'enquête ELIPA, une enquête menée par le ministère de l'Intérieur en France. Sur ce sujet, c'était simplement aussi pour attirer votre attention sur le fait que, évidemment, il y a beaucoup d'autres sujets dont on pourrait parler sur un webinaire qui ne va durer que jusqu'à 11 heures. Forcément, on ne pourra pas parler de tout, mais évidemment qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à se dire. Justement, pour ce webinaire, l'objectif dont on a déjà un petit peu parlé, c'est évidemment sur ces sujets du management des personnes réfugiées dans vos structures et dans les entreprises, non seulement de partager toutes les bonnes pratiques, toutes les expériences entre vous, entre participants et participantes, mais aussi apporter de notre côté, du côté du collectif Work with Refugees, notre expertise et les recommandations que nous avons récoltées à travers nos différentes expériences. Et tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le déroulé de ce webinaire, puisque nous aurons entre autres des témoignages d'entreprises partenaires de certaines de nos structures, à savoir Accor et IKEA. On aura aussi un moment où on va vous proposer de partager entre vous et avec nous les expériences que vous avez pu avoir, en sachant que, bien sûr, si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion d'avoir des expériences avec des personnes réfugiées, bien sûr que vous pourrez partager tout ce que vous avez à l'esprit.
Et enfin, on prendra un temps pour vous partager les recommandations que nous pouvons avoir de notre côté. Tout ceci étant dit, pour le déroulé, je repasse la parole à Aurélie. Et du coup, alors moi, juste pour contextualiser le prochain témoignage, qui va être celui de Carole Latouche, donc directrice d'un hôtel Mercure à Lyon, croisé avec celui de Gia Ingabire, qui a suivi un programme de formation proposé par la structure Weavers, en partenariat avec le groupe Accor. Du coup, dans le déroulé, comment on fonctionne quand on travaille avec une entreprise, on sonde les besoins en recrutement d'une entreprise, on voit la volonté et l'envie de pouvoir intégrer des personnes réfugiées au sein de ces équipes. Et on met en place un programme de formation qui intègre du français langue étrangère, de l'initiation numérique. Donc ça, c'est pour les compétences dures, et pour les compétences douces sur du développement du pouvoir d'agir, développement personnel, renfort de l'employabilité. Et on provoque la rencontre entre l'entreprise et les apprenants, que ce soit par des temps animés pendant la formation et des périodes de stage. Et l'objectif est de permettre à l'issue aux personnes d'intégrer l'entreprise en question. Et donc, je vais passer dans un premier temps la parole à Carole, et après, on aura qui est avec Gia, et Gia pourra prendre la parole par la suite. Merci, Carole. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Carole Latouche, je suis la directrice d'un hôtel Mercure à Lyon, et j'ai aussi comme casquette de gérer je suis leader d'un atelier talent et culture RH pour l'ensemble des hôtels du groupe Accor de la place de Lyon. Il y a à peu près une cinquantaine d'hôtels. Donc voilà, on a été mis en lien avec la structure Weavers, également par Accor Solidarité, qui est une entité de Accor qui a fait le lien et qui aussi a participé à ce programme, également financièrement. Il a fallu, avec mes collègues, donc on a présenté le programme, et puis on a tout de suite eu un engagement de plusieurs d'entre eux. Donc on a 15 hôtels qui se sont engagés dans la démarche. Il a fallu une certaine coordination, parce qu'on est plusieurs entités juridiques, presque à chaque hôtel a son entité juridique. Donc c'est un côté aussi administratif à prendre en compte. Donc on a eu cette adhésion pour plusieurs raisons. On avait une nécessité de recruter et des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que notre secteur d'activité est en souffrance sur le recrutement, et on fait beaucoup d'actions depuis ces derniers mois, voire années, vers le recrutement inclusif, mais également pour changer l'image de nos métiers. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, ce besoin de recruter, et puis ce côté inclusif, engagé, forcément Accor à des engagements sur ce domaine qui sont forts, mais ça permettait à la fois sur la politique globale du groupe d'ancrer localement une action très précise et très concrète. On a eu quelques doutes quand même au moment de la signature des conventions. Il fallait s'engager pour un recrutement sur une date à long terme, parce qu'il y a une nécessité pour Weavers d'accompagner les réfugiés sur ce que vient de dire Aurélie. Mais pour nous, ça faisait aussi un engagement. Souvent, les besoins de recrutement sont immédiats. Mais donc, c'était un point un peu de difficulté pour nous. Mais les 15 hôtels se sont engagés sur un recrutement qui était 4 mois plus tard. Il a fallu pour moi coordonner avec ces 15 hôtels, les 15 directeurs, avec Aurélie et la structure Weavers, les journées apprenantes qui ont été essentielles pour
sensibiliser les directeurs ou les équipes. On avait nommé un tuteur pour accompagner ce programme. C'était une personne qui était relais et qui devait aussi sensibiliser les équipes après pour l'intégration. Ça a été une vraie réussite, des belles journées aussi de partage avec nos apprenants. Et puis, le bilan reste très positif, même si on travaille avec Weavers pour continuer ce programme et puis le perfectionner peut-être en réfléchissant un petit peu plus sur les techniques métiers. Par exemple, la cuisine, c'est un métier qui demande quand même pas mal de techniques et ce côté-là n'est pas abordé pendant l'accompagnement Weavers, mais c'est toujours dans une démarche de s'améliorer. Voilà pour mon témoignage. Et peut-être une question, Carole, en termes d'accompagnement opérationnel, est-ce que tu as pu mettre des choses en place pour préparer l'arrivée de Gia, avant de laisser la parole après à Gia, du coup? Donc, Gia a une marraine qui est dans notre établissement, c'est la responsable restauration qui est venue aux journées apprenantes. Et on en a parlé avant l'arrivée de Gia, à la fois pendant les périodes de stage, et puis maintenant, à son intégration dans notre établissement comme salarié, ce qui est quand même un positionnement aussi différent. Donc, on a eu ces temps d'échange et ça continue parce que le recrutement inclusif tel que celui-ci est très concret et on a besoin dans nos équipes vraiment de réfléchir et d'enlever vraiment ces préjugés. On va les appeler par ce terme-là, même si on a une équipe qui est déjà très diversifiée dans nos équipes d'hôtels, de restaurants. On a déjà beaucoup d'intégration, on fait aussi des adaptations pour des personnes qui ne parlent pas bien français. Enfin, on a tout un programme aussi déjà nous au sein des hôtels, mais là c'était très concret et ça demandait vraiment une adaptation des équipes, donc ça demande voilà, d'avoir des temps d'échange aussi avec les équipes et avec Gia. Très bien, merci. Et bien, du coup, on va laisser la parole à Gia pour voir de ton côté comment tu as vécu justement le process d'intégrer une formation en vue d'intégrer un poste et surtout l'aspect concret d'intégrer une équipe. D'accord. Merci pour la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gia Ingabire, j'ai 20 ans et je suis de nationalité burundaise. Je suis en France, cela fait à peu près 2 ans et j'ai connu Weavers en octobre grâce à une des formatrices. Et elle est venue, elle a présenté le programme, c'était en rapport avec la restauration. Moi, je me suis dit pourquoi pas et je suis partie à Weavers. Et à Weavers, on a pu être mise en lien avec Accor Hôtel. Et on a fait des périodes de stage. La première période, c'était en novembre, c'était une semaine de stage. Ensuite, c'était en janvier et c'était 2 semaines de stage. Et je t'avoue que pendant le stage, vu que c'était la première fois que j'étais en restauration, j'ai pris du temps, j'ai pris le temps d'observer, d'apprendre tout ça. Et c'était un petit peu difficile au début, mais après, j'ai pu m'adapter. Et ensuite, il y a aussi eu l'équipe qui a été très patiente avec moi. Ils ont pris le temps de m'apprendre des choses, tout ça. Et ensuite, j'ai intégré Mercure Lyon Lumière officiellement en tant que salarié le 20 février 2023. Et maintenant, ça fait 1 mois et demi. Et ça se passe très bien. Et je dois avouer que sur le côté préjugé, tout ça, moi, je n'ai pas eu à subir ça. J'ai été accueillie comme quelqu'un qui sera embauché, je dirais. Et ça s'est très bien passé. Et je suis très, très content d'avoir pu participer à cette formation Weavers parce qu'à travers ça, j'ai pu rencontrer Accor Hôtel, j'ai pu rencontrer
Madame Latouche et aussi la merveilleuse équipe avec qui je travaille. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Ouais. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, dans les participants, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire passer dans le chat. Et puis, moi, je pourrais les poser au moment opportun. Et du coup, je repasse la parole à Miguel. Oui, merci Aurélie. Donc, dans la slide suivante, voilà, faisant écho à certains éléments qui ont été évoqués par Carole et Gia, on souhaitait vous partager une définition du management inclusif. C'est voilà, le management inclusif et le management des personnes dans la valorisation de leurs différences respectives et celle de la mise en commun de ces différences. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est une définition d'Anne-Françoise Bender, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, qui est maîtresse de conférences en gestion des ressources humaines au CNAM, qui est le Conservatoire national des arts et métiers. Et si vous voulez, on souhaitait vous partager cette définition puisqu'elle est pour nous, elle est pour le collectif assez évocatrice du dialogue des différences qui a lieu lorsque voilà, des personnes réfugiées sont recrutées dans des entreprises et que les personnes réfugiées rejoignent des équipes. En réalité, le collectif est assez... on est vraiment convaincu que ces différences des personnes réfugiées peuvent apporter des perspectives nouvelles et qui sont aussi complémentaires et qui permettent de favoriser l'innovation et le développement des entreprises. Donc, c'est pour cela qu'on souhaitait vous partager cette définition. Vous pouvez commenter cette définition. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Et de toute façon, certains éléments que l'on va aborder également par la suite font écho directement à cette définition. À présent, je vais laisser la parole à Alexis pour le démarrage de la première partie du webinaire sur la préparation avant l'arrivée de la personne. Excusez-moi, juste une question qui est arrivée dans le chat concernant les embauches des autres hôtels. Donc, Carole a bien indiqué que 15 hôtels avaient participé. Du côté de Weavers, nous avions 20 personnes en formation. Et à ce jour, il y a encore des parcours qui sont en train de se sécuriser, notamment, comme l'expliquait Carole, par rapport à l'aspect technique cuisine qui nécessite des formations. Et donc, aujourd'hui, sur les 20 personnes, on arrive à une douzaine d'embauches dans les hôtels qui avaient intégré le dispositif. Et donc, je te repasse la parole, Alexis. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on va démarrer avec cette première partie qui a été largement déjà annoncée par les témoignages du côté d'accord, avec cet enjeu de la préparation de l'arrivée de la personne, puisque c'est effectivement ce dont on va échanger maintenant, autour à la fois de différents partages d'expériences et, j'allais dire surtout, ce qu'on va vous proposer maintenant, un petit temps où vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, nous expliquer un petit peu comment vous voyez les choses, comment vous avez peut-être déjà vécu certaines expériences, ou alors comment vous aimeriez les mettre en place, puisque j'imagine que les témoignages ont trouvé un écho en vous ou pourront vous avoir inspiré. Et donc, on va vous proposer d'utiliser l'outil Klaxoon, que vous connaissez peut-être. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Pour rejoindre Klaxoon, l'idée, c'est de simplement reprendre le lien qui va être envoyé ou qui vient d'être envoyé, parfait, dans la conversation. Vous allez pouvoir donc vous connecter et on va vous proposer un temps de réflexion sur deux sujets bien différents qui, en fait, ont déjà été un petit peu annoncés par les témoignages côté accord, avec première réflexion, premier sujet, selon vous, que faut-il faire pour préparer les équipes, pour préparer les personnes qui sont déjà dans les équipes, comment les préparer à l'arrivée de personnes qui sont réfugiées?
qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment il faut présenter les choses, etc., etc. Et de l'autre côté, autre sujet, comment vous-même, en tant que manager, en tant que DRH, en tant que dirigeant, peu importe, dans votre position, dans votre rôle, dans la structure, comment vous-même, vous pouvez vous préparer dans votre pratique, dans votre posture. Et donc, sur Klaxoon, vous allez voir, vous avez donc deux tables, deux cadres sur lesquels vous pouvez aller rajouter vos post-it et donc ajouter vos idées. On va vous laisser 5-10 minutes en fonction de si ça continue à être ajouté pour mettre toutes les idées. Vraiment, n'hésitez pas, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de mauvaises idées. Ça peut aussi être des interrogations que vous avez et que vous souhaitez partager. Ça nous permettra peut-être de revenir dessus. On vous laisse le temps nécessaire et on reviendra ensuite pour enchaîner sur les recommandations qui peuvent être faites en se nourrissant de tout ce que vous avez dit. Voilà, je vous laisse 5-10 minutes pour faire ce petit exercice et ensuite, Miguel reprendra la parole. Oui, je me permets aussi d'intervenir. N'hésitez pas si vous avez aussi des exemples concrets à nous partager, tirés voilà, de vos propres expériences, pardon, voilà, ou d'expériences dont vous auriez entendu parler, voilà, dans votre réseau. Voilà, n'hésitez surtout. Donc, on voit que le mur sur la préparation en amont des équipes se remplit bien. Est-ce que vous auriez voilà, des idées ou voilà, des expériences sur la préparation en tant que tuteur, tutrice ou manager? Voilà, ce qui pourrait être mis en place, quel type voilà, des choses concrètes, hein, des choses très concrètes qui pourraient être mises en place par le tuteur, la tutrice ou la manager. Donc, dans les bonnes pratiques pour préparer les équipes, voilà, je lis la mise en place d'un tutorat, hein. Bon, comme Carole Latouche l'avait aussi évoqué, hein, dans le cas de GIA, intervention, rencontre avec une association, sensibilisation pour déconstruire certains stéréotypes. Voilà. Ensuite, organiser des événements avec des associations. Voilà, l'aspect formation, hein, qui revient. Partager un guide d'action sur l'inclusion également. Ensuite, pour les bonnes pratiques en tant que manager, tuteur, voilà, se renseigner sur d'autres expériences qui ont fonctionné exactement, voilà, peut-être en lien avec des entreprises, hein, de leur réseau qui ont déjà entamé des démarches de recrutement inclusif de personnes réfugiées, rencontre avec les équipes, qu'est-ce que je lis d'autre? Voilà, donc rester en lien avec la structure prescriptrice s'il y avait une structure spécifique ayant orienté des personnes, prendre le temps d'expliquer les règles de fonctionnement interne.
Donc, on peut vous laisser, terminer, mais peut-être que Alexis, Aurélie, on peut revenir au slide avec les recommandations, voilà, pour faire écho à tout ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que voilà, toutes les interventions, c'est vrai que toutes les interventions font écho, bien entendu, aux recommandations. Alors, je vais commencer véritablement par la première étape, hein, qui a été bien mentionnée. Hein, vous l'avez très bien mentionné dans le mur, hein, sur les bonnes pratiques pour préparer l'arrivée des personnes réfugiées dans l'entreprise ou dans un service ou un département donné. La première étape qui est assez cruciale pour la réussite, hein, d'un recrutement inclusif, c'est véritablement le choix des tuteurs ou tutrices. Et en l'occurrence, on voulait souligner l'importance de choisir des tuteurs et tutrices volontaires. Ça passe très souvent au sein des entreprises par une communication en interne sur la démarche qui a été initiée soit par la RSE ou soit par le département RH. Il est vrai que voilà, ça passe souvent par cette communication interne pour présenter le projet, hein. Le projet, présenter le programme de formation, si c'est un programme de formation. Voilà, il faut que ces tuteurs et tutrices volontaires voilà, montrent évidemment un intérêt pour l'accompagnement d'une nouvelle collègue ou d'un nouveau collègue, hein. Également une appétence pour la transmission voilà, de savoir-faire, de connaissances, voilà, pour soutenir véritablement la montée en compétences de la personne. Et également, il faut idéalement que les tuteurs, tutrices volontaires aient une certaine curiosité, hein, pour découvrir de nouvelles cultures, voilà, et voilà, être intéressés par les échanges interculturels. Et évidemment, hein, les personnes réfugiées sont issues de différents pays, voilà, de différents pays, et voilà, il faut quand même un intérêt pour l'échange culturel. On voulait souligner cet aspect. Ensuite, les tuteurs et tutrices ne sont pas nécessairement les responsables hiérarchiques de la personne nouvellement recrutée. C'est important puisque nous considérons que voilà, l'accompagnement par l'un ou une collègue excusez-moi, est tout à fait bénéfique dans le sens où il s'agit d'un homologue, d'une homologue, d'un père ou d'une paire, et cela facilite la montée en compétences, voilà, plutôt que le tuteur ou la tutrice soit le manager, et où il peut y avoir voilà, on va dire une crainte ou voilà, une peur de mal faire du côté de la personne réfugiée nouvellement recrutée. Voilà, on a fait le constat que l'accompagnement, le tutorat par un collègue ou une collègue, voilà, est plus bénéfique pour l'accompagnement et la montée en compétences. Et ensuite, voilà, on voulait simplement souligner, hein, comme cela a été souligné, hein, dans le mur. Dans le mur de Klaxoon, le rôle important des tuteurs et tutrices dans la transmission des informations aux autres collègues, hein. Ça fait partie également de la sensibilisation des collègues, des autres collègues. Justement, dans la slide suivante, il y a un deuxième pilier de la préparation avant l'arrivée des personnes, hein, dans l'entreprise. C'est évidemment, comme vous l'avez mentionné, sur le mur Klaxoon, la sensibilisation des équipes et la posture que les collègues, hein, que l'ensemble des équipes doivent adopter. Cette sensibilisation, elle est évidemment, voilà, comment dire, elle doit être assurée par le manager ou la manager, mais elle peut être aussi être réalisée conjointement avec les tuteurs ou tutrices involontaires, et voilà, pour informer et sensibiliser comment dire, le reste de l'équipe.
c'est important, voilà, que le manager ou la manager explique concrètement la démarche qui a été celle de l'entreprise. Voilà, le fait que ce recrutement intervienne notamment dans une démarche d'insertion professionnelle ou dans le cadre d'un programme de formation et qui est suivi par une embauche. Le fait aussi il n'y ait pas seulement le tuteur ou la tutrice qui participe à la montée en compétence des personnes, mais également les collègues, comme je le mentionnais, c'est très important. Ensuite, dans la posture, et là, voilà, c'est évidemment pour les collègues très important de souligner la posture à adopter lorsqu'une personne réfugiée qui ne maîtrise pas forcément le français, qui n'est pas bilingue et qui a un français en cours d'apprentissage, et une posture que ses collègues et que toute l'équipe ait une posture bienveillante et qu'il fasse preuve de patience. Voilà, il faut très souvent reformuler lorsque les personnes ont un niveau de français débutant et même intermédiaire. Il faut penser à reformuler, notamment avec des phrases courtes et en utilisant des mots simples. Il y a aussi un temps d'adaptation que l'on doit garder en tête, donc laisser le temps à la personne évidemment de prendre ses marques, de bien s'intégrer dans les premiers temps. Donc voilà, ça fait partie de la montée en compétences des personnes sur le poste. Et enfin, également, comme élément de sensibilisation, bien sûr, là, on n'est pas exhaustif, sinon on aurait dû faire un webinaire de 3 heures. Évidemment, on voulait simplement souligner l'importance d'éviter justement au moment, vous savez, de l'intégration, souvent au moment de l'intégration d'une personne, évidemment, il y a des temps informels. On voulait simplement attirer votre attention sur le fait d'éviter certaines questions sur les motifs, vous savez, qui ont poussé la personne à quitter son pays d'origine, des questions également sur le parcours d'exil. En réalité, voilà, si la personne n'en parle pas d'elle-même, d'éviter d'aborder ces questions, puisque ça pourrait mettre en difficulté la personne, comme vous le comprendrez, sur son lieu de travail. Ça l'obligerait à se remémorer des choses qu'elle ne souhaite pas, dont elle ne souhaite pas se souvenir. Et voilà, ça pourrait mettre en difficulté la personne et aussi mettre en difficulté les collègues qui écoutent et qui ne sont pas forcément formés pour écouter des récits où on parle de violence, etc. Donc, c'est aussi, il y a des formations pour recevoir ce type de récits. Voilà, c'était quelques recommandations qui font bien sûr écho. On vous remercie sincèrement, qui font écho indirectement aux différents éléments que vous avez mentionnés sur les murs klaxon. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, on pourra revenir. On a prévu un temps à la fin pour récupérer, pour collecter quelques questions. Je vais laisser... Juste avant de passer à la suite, justement, il y avait une question concernant le groupe Accor que je souhaiterais apporter maintenant, de Mégane Gorbani de la structure ESFAN, concernant le recrutement des personnes réfugiées. Donc là, c'est une question adressée au groupe Accor. Est-ce qu'il s'agit d'un plan d'action, d'une stratégie RSE, et est-ce qu'il y a d'autres publics cibles également visés? Du coup, Carole, si tu es encore là, ou une personne du groupe Accor, je veux bien que quelqu'un puisse apporter un élément de réponse. Merci. Ah, mais voilà, désolée. Super, merci. Donc, je vais essayer de répondre. Bien sûr, je suis une salariée du groupe Accor et j'ai une casquette RH à Lyon, mais bien sûr, ça s'inscrit dans un programme global. Mais comme je disais tout à l'heure, ça a permis vraiment de concrétiser sur une action très précise à Lyon. Et maintenant, Accor Global s'approprie la démarche pour le démultiplier sur d'autres villes en France. Et bien sûr, on tire les enseignements du programme qu'on a fait, nous, à Lyon.
Et plus globalement, pour répondre à la deuxième partie de la question, par exemple, on va aussi, l'idée c'est de poursuivre les recrutements inclusifs, donc de continuer le programme avec Reverse sur le public réfugié, mais par exemple, on peut aussi s'adresser sur un public pénitentiaire, des personnes qui sortent de prison. Donc, on a aussi une partie d'un programme qui est basé là-dessus. Donc, nous, on ne l'a pas fait encore à Lyon. On va voir pour travailler sur ça. Et plus globalement aussi, cette année, nos actions sont aussi portées beaucoup sur nos équipes pour changer l'image, créer des électrochocs aussi dans les difficultés de recrutement qu'on rencontre toujours à l'heure où on se parle. Pour vraiment faire, pas table rase du passé, mais vraiment projeter nos recrutements d'une manière, élargir le champ des possibles, mais de manière très concrète aussi sur le terrain. Donc, c'est former nos chefs de service, nos équipes à recruter vraiment autrement et donner aussi une image différente, sans effacer les réalités de notre métier. Mais voilà un peu, d'une manière plus globale, nos enjeux ESG pour les semaines à venir et les mois à venir. Super, merci beaucoup. Miguel, si tu es OK, il y a encore une ou deux questions. Dans le cadre de la sensibilisation des équipes et de la posture à adopter, recommandez-vous également d'intégrer le genre? Oui, j'ai vu la... Ouais. Merci beaucoup Aurélien. J'allais justement intervenir. J'ai vu la question de Mégane Gorbani sur l'intégration du genre dans les sensibilisations. Bien entendu, ça peut faire complètement partie de la sensibilisation des équipes. Alors, je vais préciser ma réponse parce qu'en fait, ça fait écho avec une slide d'après. Donc, voilà, mais c'est une question tout à fait pertinente et je pourrais l'illustrer avec un exemple voilà, tiré d'un cas concret d'un programme de formation qui a été mis en place par Action Emploi Réfugiés, voilà, qui avait parmi les bénéficiaires de ce programme une femme transgenre. Donc, ça me permet ensuite dans la slide que je mentionnerai ce point. Je vais rapidement faire une remarque de Thierry Coupé de l'Alliance française. L'apprentissage du français est primordial, oralité dans un premier temps, bien évidemment, dans un souci de compréhension entre les personnes et d'une meilleure intégration. Totalement, et très souvent, le niveau de français requis pour telle offre d'emploi ou telle offre de formation est validé entre l'association, l'organisation prescriptrice et l'employeur. Très souvent, voilà, il y a ces échanges sur le niveau de français requis au minimum pour tel ou tel poste. Je vais passer je vais faire la transition vers la deuxième partie du webinaire qui est l'accueil des personnes réfugiées en... Oui, Aurélie. Oui, il y avait une dernière question sur le témoignage de Gia qui, en effet, a une excellente élocution. Oui, elle avait un très bon niveau de français quand elle a intégré le programme, mais comme il l'a très bien expliqué aussi, il venait d'arriver en France, donc dans le programme de formation, il y a bien évidemment du français langue étrangère, mais du français sur objectifs spécifiques, et c'est surtout dans ces domaines qu'il a pu intégrer le vocabulaire requis pour intégrer le poste. Et on est sur aussi des programmes de formation complets, en fait, avec des interactions entre les différents modules. Et voilà, en effet, Gia a un très bon niveau de français, mais on avait... le poste en service requiert dans tous les cas un bon niveau de français. Donc, on avait aussi 2 groupes en parallèle avec un groupe de niveau de français plus faible pour justement adapter la pédagogie à leur niveau, et un groupe avec un niveau de français plus soutenu où on a adapté aussi la pédagogie pour répondre à la question de Swad Awina. Voilà, et j'arrête, je te repasse la parole, Miguel. Mais c'est chouette d'avoir autant de questions quand même, parce que moi, ça rend le webinaire aussi
plus interactif. Oui, exactement, je suis d'accord. Je vais à présent faire la transition vers la deuxième partie du webinaire, hein, comme je le disais, sur l'accueil des personnes réfugiées en entreprise. Pour commencer, avant de laisser la parole à Myriam Bendan, qui participe également aujourd'hui au webinaire, qui est coordinatrice des projets d'insertion professionnelle des personnes réfugiées chez IKEA. Donc, je lui laisserai la parole. Hein, Myriam, tu pourras te représenter juste après. On voulait vous projeter une courte vidéo réalisée justement par IKEA sur l'accueil de personnes réfugiées dans un magasin IKEA, donc voilà, qui présente la phase d'immersion de personnes réfugiées qui ont justement été bénéficiaires d'un programme de formation. Donc normalement, voilà, Alexis va projeter la vidéo. Ils sont arrivés, je leur ai montré, je leur ai expliqué. S'ils ont des questions, je suis attentive pour pouvoir leur répondre. Et tout s'est fait très simplement. Je pose des questions, n'importe quelle question. Moi, je pose pour apprendre. Je vais directement chez elle. Elle n'existe pas à me montrer. Bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, elle est là pour moi. Moi, je donne un coup de chapeau. Il ne faut pas non plus être là comme... Enfin, il ne faut pas les materner. Il faut laisser les personnes apprendre et puis il faut leur montrer le bon exemple. On est une sorte de conseiller. C'est pas facile quand quelqu'un ne parle pas très bien. Il demande plusieurs fois. 10 fois, 20 fois, c'est un peu énervé, je pense. Mais il m'explique tous qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, est-ce que tu as peur, est-ce que tu as besoin. Je parle en anglais, mais j'ai dit non. Parle en français parce que comme ça, je vais apprendre plus. Ça amène à faire un peu plus attention à ce qu'on fait, parce que peut-être on a des habitudes qui peuvent parfois peut-être changer d'un point de vue culturel. Par exemple, le tutoiement, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément tous habitués en entreprise. Dès que je me suis arrivé ici, salut toi, salut. C'est la première fois quand tu vois quelqu'un, il te dit salut Parviz, comment tu vas? Après j'ai dit waouh, il me connaît, mais moi je ne connais pas lui. Franchement, c'est une super expérience. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir deux personnes comme Dadi et Parviz qui sont très motivées. Ils mettent vraiment de la volonté dans tout ce qu'ils font. Mais l'avoir parlé, rigoler des fois avec les clients aussi, c'est une chose que je pensais pas qu'elle pouvait faire dès maintenant. Et au final, elle s'est très vite adaptée et ouais, ça fait plaisir. Ça m'a enrichi, ça m'a permis de voir ce que j'étais capable de transmettre à une personne qui ne connaît pas du tout ni la langue, ni les cultures, ni le monde du travail. C'est une équipe qui travaille ensemble. C'est important pour moi. Et je pense pour tout le monde aussi. Je ne suis pas toute seule ici. Ouais, c'est ça. Il nous a apporté des choses très importantes. Ça nous donne encore envie de vivre. Parce qu'il y a des moments où on était désespérés. Mais maintenant, là, je trouve que Dadi, il a trouvé une place quelque part. Merci. C'est du Tornado 1. Alexis, on peut peut-être couper ici et voilà Myriam. Myriam, si tu souhaites intervenir, hein, voilà, pour faire écho au témoignage et également à ton expérience, voilà, sur les programmes de formation, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous, merci de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est super de commencer par cet extrait de la vidéo parce que là, justement, on va parler de l'intégration. Vous avez vu, ce tournage a été fait en 2020. C'était le premier programme qu'on a mis en place chez IKEA. À aujourd'hui, Tamara, Dadi et Parviz sont toujours dans l'entreprise avec des demandes de mutation acceptées. Donc, on est plutôt content et on s'est beaucoup inspiré de ce premier programme. Concernant l'intégration dans les magasins, on s'est inspiré de nos pratiques qui existaient déjà, que ce soit pour nos candidats, pour nos embauches lambda ou nos programmes d'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi autres que personnes à statut réfugié. Donc, on s'est vraiment inspiré de ça.
Et vous avez partagé tout à l'heure les clés de la réussite pour que l'immersion se passe bien. Une des clés, c'est effectivement le parrain ou la alors le tuteur, tutrice, parrain, marraine. Chez IKEA, on appelle ça le parrain ou la marraine. C'est une pratique qui existe dans toutes nos façons d'embaucher, dans toutes nos embauches. On a un parrain et une marraine. Par contre, on a mis des spécificités quand on est dans le programme d'accompagnement de personnes réfugiées. Par exemple, on met exactement la même planification. Donc, le parrain ou la marraine a exactement le même planning que le stagiaire qui nous rejoint, pour être sûr qu'il ou elle se retrouve jamais seul, que ce soit des fois lors d'une pause ou pour aller sur un certain service. On est des unités qui sont plutôt grandes, donc ça peut être impressionnant et donc on ne veut surtout pas que les personnes restent seules. Donc l'accompagnement, normalement, se fait vraiment en binôme tout le long, mais des fois, on a des personnes qui sont rapidement autonomes, donc on laisse aussi la liberté aux stagiaires de vouloir après avancer un peu tout seul, une fois qu'il s'est intégré dans l'entreprise ou appris le métier. Donc, on s'adapte aussi aux personnes. On n'a pas les mêmes profils dans nos stagiaires. Il y a des stagiaires qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et on essaye en amont de faire une petite présentation. Donc, on essaye en amont d'envoyer la photo du parrain et de la marraine aux stagiaires avant qu'il intègre l'entreprise, avec un petit message de bienvenue ou une petite photo de l'équipe. Mais l'idée, c'est déjà qu'il ou elle puisse mettre un visage avant d'arriver dans l'entreprise. On a trouvé que c'était un petit plus qui était plutôt intéressant. Pendant l'immersion, ce qu'on a aussi, on va dire, remis en place et essayé d'uniformiser à toutes nos unités, parce qu'aujourd'hui, toutes nos unités participent à ce style de programme d'accompagnement. C'est des briefs, mais des briefs, on va dire, formalisés. Quand il y a un accompagnement, on fait des retours. On dit ce qui va bien, ce qui ne va pas, ce qu'on doit améliorer. Mais pour le programme d'accompagnement des personnes réfugiées, on a un peu formalisé ce brief. On s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait quand même un petit problème de compréhension. Et donc, on s'est retrouvé dans des situations où on a dû demander, et merci aux partenaires, de venir un peu nous aider à expliquer certaines choses, parce qu'on voyait que le message n'était pas forcément compris et on ne maîtrise vraiment pas tout. Donc, le travail avec les partenaires est super important. On est beaucoup soutenus. Et même si ça fait, en tout cas chez IKEA, ça fait 3 ans qu'on met en place ce style de programme, aujourd'hui, on a toujours des situations qu'on n'avait jamais rencontrées où on a besoin des conseils des partenaires. Ce qu'on a mis aussi en place, c'est une sorte de… alors, comme c'est des gros programmes de 15 personnes, on fait à la fin des cérémonies de clôture. C'est important de célébrer la fin du programme. Et quand c'est des accompagnements individuels, ça va être des petits, j'allais dire des fika, parce que chez IKEA, on appelle ça fika, mais des cafés, un petit café, un petit goûter, mais en tout cas, célébrer ce petit moment avant l'entrée en embauche officielle, en tout cas pour la fin du stage. On améliore toujours au fur et à mesure. Hein. On a toujours des gaps à passer. On a échangé tout à l'heure un peu sur le niveau de langue. Donc, effectivement, l'apprentissage du français, en plus, le niveau est très différent d'une personne à l'autre. La façon d'apprendre aussi est très différente d'une façon à l'autre. Donc, on a dans nos équipes des collaborateurs, des managers qui sont hyper engagés sur les sujets de diversité et inclusion. Donc, on a des techniques d'accompagnement qui sont plutôt bien établies, et donc de la pédagogie, la patience, répéter plusieurs fois, c'est pas trop grave. Et la dernière idée, donc pour vous dire que c'est vraiment, on améliore au fur et à mesure, là c'est un collaborateur qui nous a proposé de plus partager une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Duolingo, qui du coup on s'en sert pour apprendre l'anglais, mais il y a toutes les langues en fait dans cette application, et donc maintenant on le propose aux stagiaires, parce que de quoi nous en interne pouvoir former en français, donc cette application pour certains peut aider. Et ce qu'on a aussi qui aide beaucoup, c'est les formations en ligne. Tout à l'heure, on a parlé des métiers de la restauration avec Accor. Effectivement, quand on accueille dans les métiers de la restauration, il y a des règles d'hygiène à avoir dès le début. Et aujourd'hui, on a des formations en e-learning en toutes les langues
qui du coup est hyper pratique pour pouvoir commencer le stage. Et donc, même si l'anglais est beaucoup utilisé, on a vraiment pratiquement toutes les langues disponibles. Donc, ça peut être la langue maternelle, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, de la personne pour que la formation soit bien intégrée. Voilà en gros ce que voilà, on peut vous partager, sachant que la clé, en tout cas à mon avis, et j'ai ma collègue Louisa qui est connectée aussi, qui s'occupe un peu plus de l'Île-de-France, moi je m'occupe du reste de la France. La clé, ça va être effectivement l'immersion, l'engagement des collaborateurs, des managers, c'est eux qui font tout sur le terrain, nous on est juste là pour coordonner. Et voilà, l'engagement, la pédagogie, on a trouvé que c'était une vraie clé de succès concernant cet accompagnement. Et juste pour finir, avec cette façon de faire, on a pu aujourd'hui accompagner plus de 150 personnes à statut réfugié. On a un taux d'embauche forcément derrière qui est plutôt élevé. Et aujourd'hui, on a toujours 80 personnes qui sont toujours là en CDI depuis un bon moment. Et on pense que voilà, cette immersion est vraiment une des clés pour pouvoir passer le vrai gap de l'embauche définitive. Voilà ce que je pouvais vous partager. Merci beaucoup, Myriam, pour ce témoignage très complet. Normalement, voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Alexis, justement pour nos recommandations qui font écho à beaucoup d'éléments évoqués par Myriam. Merci beaucoup, Miguel. En sachant bien sûr que si vous avez des questions par rapport à la vidéo, par rapport au témoignage qui vient d'être fait, n'hésitez pas, bien entendu, à les poser dans le chat. On pourra toujours faire un tout petit retour en arrière, il n'y a pas de souci. Donc oui, effectivement, comme on vous disait, si on reprend un petit peu la chronologie, on a parlé de préparer l'école. Ça y est, les personnes réfugiées maintenant sont arrivées dans les équipes. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer sur le long terme que l'accompagnement assure une prise de poste pérenne? Alors, dans tout ce qu'on va dire, évidemment, on va être amené à répéter peut-être d'une autre façon des choses qui ont déjà été dites dans les témoignages. Avant de commencer, il y a vraiment un enjeu ici sur toutes les recommandations qu'on va vous formuler, de trouver cet équilibre, qui c'est plus facile à dire qu'à faire, mais trouver cet équilibre entre d'un côté avoir une vigilance par rapport au fait qu'il s'agit de personnes qui ont effectivement un parcours d'exil qui implique un certain nombre de choses, mais de l'autre côté, il faut aussi faire en sorte que on accompagne ces personnes comme n'importe quel autre salarié. Donc cet équilibre à trouver, évidemment que c'est un enjeu assez primordial. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander là-dessus en résumé sur l'accompagnement par les managers et les collaborateurs? Alors, effectivement, ça a déjà été évoqué. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître inutile. Parfois, on peut se dire, la personne, elle arrive, et puis elle va aller se présenter d'elle-même, et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Cette étape de prendre le temps d'aller présenter la personne à tout le monde, alors évidemment, en fonction de la taille des structures, ce ne sera pas possible tout le monde absolument, mais prendre le temps de présenter qui est qui fait quoi, les personnes, les locaux, ça facilite aussi les premiers temps, les premiers jours, les premières semaines. Ensuite, on a échangé effectivement sur, évidemment, l'importance de l'oralité. Peut-être ici, dans les expériences qui sont recueillies par les différents membres du collectif, se souvenir aussi, malgré tout, que, évidemment, l'oralité doit être accompagnée parfois de certains éléments répétés à l'écrit, puisque selon les personnes, l'écrit va aussi permettre de consolider ce qui aura été dit à l'oral. Donc, notamment sur des choses qui sont peut-être qui peuvent apparaître comme basiques au regard des managers, des dirigeants, des dirigeantes, et de les remettre à l'écrit pour laisser le temps à la personne aussi de digérer toutes ces informations qui sont quand même parfois conséquentes sur des prises de poste. Ne pas hésiter aussi à utiliser des canaux de communication qui permettent fois par répéter, puisque la pédagogie, c'est la répétition, de répéter ce qui aura été dit à l'oral, par exemple en utilisant des messageries instantanées, ça permettra à la personne d'avoir toujours une trace écrite de ce qui lui aura été dit. Des points réguliers, alors l'importance des points réguliers, finalement, là on en parle pour le webinaire,
au sujet des personnes réfugiées, mais on pourrait dire la même chose pour beaucoup d'autres publics. Ici, se dire que on peut avoir l'idée en tant que manager que tout roule, j'ai pas eu de remontée, qu'il y avait des soucis, et puis moi j'ai l'impression que ça marche très bien avec cette personne que je viens de recruter. Pour autant, se prévoir des points réguliers pour s'assurer que c'est bien le cas, pour s'assurer que tout se passe bien, ça peut être important, ça peut aussi être un facteur rassurant pour la personne d'avoir un rituel qui est mis en place avec une personne référente. Et enfin, sur ce point, ça a été évoqué d'ailleurs dans la vidéo, c'était la crainte de l'une des personnes qui témoignait de se dire « Ouh là là, je pose trop de questions, ça doit être très énervant pour les personnes ». Toujours aussi essayer de prendre du recul en tant que référent ou référente. Quand la personne pose des questions, peut-être des questions qui vont être répétées plusieurs fois, ici se dire bon, je vais essayer peut-être d'être un peu plus patient, un peu plus patiente, même si parfois l'énergie du quotidien fait que c'est plus dur d'être patient. S'efforcer peut-être dans ces situations de se souvenir que ici on est peut-être avec des personnes qui ont peut-être ou pas besoin d'un peu plus de répétition que d'autres. Au-delà de ces questions vraiment d'accompagnement en tant que, là pour le coup, dans la relation entre manager ou RH et la personne réfugiée, il y a aussi tout l'écosystème, il y a finalement toutes les parties prenantes autour des salariés et au premier lieu les collègues à prendre en compte dans ces questions de l'accompagnement sur le long terme. Se dire aussi que, et je pense que pour nous, dans le collectif, c'est vraiment très important de ne pas présenter l'intégration d'une personne réfugiée uniquement par le prisme des difficultés qui peuvent être rencontrées, mais aussi de bien se dire que d'avoir quelqu'un dans une équipe professionnelle qui vient d'une autre culture, c'est aussi une source d'enrichissement qui peut être très conséquente pour l'équipe, d'apporter aussi un autre regard, une ouverture d'esprit, et la diversité apporte évidemment beaucoup de choses aux personnes. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de mon écran? Est-ce que vous voyez toujours bien tout ce qui se passe? Oui, je vais imaginer que oui. En fait, Alexis, ton écran n'est pas partagé, mais Marion a pris le relais. Mais c'est pas grave, comme ça, on était captivés par tes paroles. C'était intéressant. En fait, je voulais être le centre de votre attention. Du coup, je n'ai pas partagé mon écran. Mais de toute façon, rassurez-vous, vous aurez la présentation et tout ce que je dis, de toute façon, est écrit sur les slides. Les points suivants étaient sur des questions de communication interculturelle. Puisque évidemment tout n'est pas rose et il peut tout à fait ça peut tout à fait arriver qu'il y a des malentendus, il y a des incompréhensions qui peuvent être soulevées. Et donc ici se souvenir encore une fois que peut-être on parlait des rituels, des temps de dialogue, inclure dans les temps de dialogue aussi les collègues pour s'assurer que tout va bien. Ne pas sous-estimer ici, on parlait de l'oralité, mais ne pas sous-estimer non plus tous les aspects de communication non verbale. Dans le témoignage, par exemple, alors, il y avait le fait que on peut s'imaginer en fonction du visage de la personne qu'elle pourrait être satisfaite, insatisfaite, mais ici, il y a aussi des éléments qui peuvent être très culturels et qui peuvent biaiser notre regard. Donc, se souvenir qu'au niveau de la communication non verbale aussi, il y a tout ça à considérer. Et enfin, et ça c'est vraiment le piège dans lequel on pourrait être amené à tomber, c'est ne pas tomber dans ce piège pour autant d'infantiliser la personne, d'être trop focalisé sur justement, il y a ce parcours d'exil, il faut que je sois hyper vigilant sur tous les aspects qu'on a évoqués. Alors bien sûr, et je boucle là-dessus, évidemment qu'il faut rester vigilant, mais pour autant, il ne faut pas oublier que malgré tout, l'objectif, c'est que ce soit une personne salariée comme n'importe qui, et que cette personne soit autonome dans son travail sur le long terme. Et maintenant que je me suis souvenu qu'il fallait partager l'écran, je peux repasser la parole à Miguel. Merci Alexis. Dans la slide suivante, justement, on voulait aussi ajouter un élément sur le principe de non-discrimination.
Là, c'est surtout un point de vigilance pour évoquer le rôle du manager ou de la manager, mais également du tuteur ou de la tutrice et des collègues. Je vais y revenir sur le fait d'avoir une certaine vigilance sur les discriminations qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail et dont peuvent être victimes les personnes réfugiées, mais ça concerne également d'autres personnes migrantes plus largement et d'autres publics liés au recrutement inclusif. Un point de vigilance sur le fait dans ce rôle comment dire, d'accompagnateur, d'accompagnatrice, le fait d'informer, le fait de véritablement informer les personnes réfugiées et de les sensibiliser sur les discriminations en milieu professionnel. C'est simplement de les informer sur leurs droits. Puisqu'il est vrai que dans nos retours d'expérience parmi les associations et les structures du collectif, on a pu avoir rencontrer certains cas de figure, et c'est pour cela qu'on voulait apporter cet élément de sensibilisation sur le fait que certaines personnes réfugiées vont avoir tendance à ne pas signaler des situations de discrimination. Parmi ces discriminations, il peut y avoir des discriminations liées à l'origine, des discriminations croisées. Et justement, dans ces discriminations croisées, évidemment, il peut y avoir, cela peut concerner des discriminations liées aux convictions religieuses, liées à l'état de santé de la personne ou au handicap de la personne, mais également à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, pardon. Et il y a évidemment d'autres discriminations. Je ne vais pas toutes les citer, mais justement, je voulais revenir sur la question de Mégane Gorbani sur l'inclusion du genre dans les sensibilisations. Bien entendu, cela fait partie également des sensibilisations qui peuvent être des éléments qui peuvent être ajoutés à une sensibilisation sur le recrutement inclusif des personnes réfugiées. Je vais vous mentionner l'exemple d'une femme transgenre qui a fait partie d'un programme de formation au métier d'hôtesse de vente. En partenariat, ça a été un programme mis en place par Action Emploi Réfugiés en lien avec le groupe ETAM. Et véritablement, il y a également eu des éléments de sensibilisation aussi sur le genre. C'est important puisque cela fait partie de la sensibilisation au sens large pour prévenir certaines situations et pour que tout se passe bien au moment de l'intégration et que tout se passe bien dans l'accompagnement dans l'emploi. Il y a également des discriminations qui peuvent être liées à la représentation dévalorisante des pays d'origine des personnes réfugiées, et il peut aussi y avoir des craintes et des peurs qui sont liées à une méconnaissance souvent et à un manque d'information sur les différents statuts des personnes bénéficiaires de la protection internationale. Et on souhaitait vous partager ces éléments sur ces situations de discrimination qui ne sont pas signalées. Très souvent, c'est parce que les personnes réfugiées ont peur de perdre leur emploi lorsqu'elles ont déjà accédé à un emploi. Il y a aussi un manque cruel d'informations d'un certain nombre de personnes réfugiées sur leurs droits et les démarches à réaliser si elles sont victimes d'une situation de discrimination, d'où le rôle, comme je vous le disais, du manager ou de la manager, ou également du tuteur et de la tutrice et des collègues pour informer et aussi être lanceur ou lanceuse d'alerte. Et un élément très important qui concerne spécifiquement les personnes réfugiées. Les personnes réfugiées peuvent avoir tendance à avoir intériorisé des préjugés et des discriminations. Malheureusement, les discriminations font partie des motifs de persécution des personnes réfugiées qui les poussent à quitter leur pays d'origine.
Et vous voyez, ça peut, voilà, très souvent dans le parcours d'exil, également les personnes réfugiées malheureusement subissent des discriminations. Elles peuvent avoir tendance, et on a rencontré des exemples, à banaliser malheureusement des scènes, hein, des situations de discrimination, d'où ce point de vigilance sur lequel on voulait intervenir. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Là, je vais faire la transition vers la dernière partie du webinaire, qui est assez courte, parce que comme l'a évoqué Alexis, pardon, voilà, ensuite, dès lors qu'il y a une intégration, hein, d'une personne réfugiée dans une entreprise, in fine, la personne est salariée comme les autres salariés. Et pour ce qui est de cette troisième et dernière partie du webinaire, pour favoriser l'emploi sur le long terme, et en d'autres mots, voilà, l'accompagnement dans l'emploi, mais également dans l'évolution professionnelle des personnes réfugiées dans l'entreprise. Voilà, cet accompagnement, hein, se fait comme tout, doit être fait comme tout salarié de l'entreprise. Dans la prochaine slide, on voulait simplement évoquer, vous voyez, certaines recommandations, pardon, voilà, qui peuvent être mises en place. Par exemple, dans l'accompagnement dans l'emploi et dans l'évolution professionnelle, le fait de proposer à la personne des formations en interne et concrètement, comme on a pu l'évoquer, hein, dans le collectif avec d'autres entreprises et nos entreprises et organismes de formation partenaires respectifs, voilà, la proposition de cours de français en entreprise, hein, tout comme il y a des propositions de cours d'anglais pour certains salariés, certaines salariées. Voilà, le fait de proposer des cours de français pour favoriser la montée en compétences des personnes réfugiées recrutées dans les équipes. Également, à titre individuel, voilà, le fait d'informer et d'accompagner les personnes réfugiées nouvellement recrutées, voilà, sur l'existence du CPF et l'accompagnement pour le créer. Également, si c'est possible, évidemment, idéalement un accompagnement sur les questions liées à la mobilité, au passage du permis de conduire. Et c'est quelque chose un dernier point qui a été qui a été évoqué, hein, plusieurs fois, notamment lors de la dynamique sur Klaxoon, et qui a été également évoqué par Myriam, le fait de rester en contact avec les structures en ressources, et notamment celles avec qui les entreprises peuvent être en lien, notamment pour l'orientation de profils de personnes réfugiées, voilà, de toujours penser à ces structures, hein, comme les nôtres dans le collectif, mais il y en a d'autres, il y a d'autres associations qui accompagnent des personnes réfugiées dans toute la France. Le fait, voilà, de penser à garder le contact et de demander des conseils ou voilà, des façons d'identifier une solution pour répondre à une problématique qui se présente sur le lieu de travail avec une personne réfugiée qui a été nouvellement recrutée. Dans la prochaine slide, voilà, on voulait prendre un temps, il nous reste 12 minutes. On a quand même le temps de prendre quelques questions et également d'avoir vos retours sur voilà, une bonne pratique qui vous a interpellé, que vous souhaitez retenir, ou alors une bonne pratique que l'on a évoquée et pour laquelle vous souhaiteriez avoir plus de précision. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir directement pour aussi nous faire part d'une expérience que vous avez rencontrée ou d'une problématique. Alors, du coup, Miguel, il y a déjà une question, enfin une précision en fait de l'Alliance française qui précise qu'il propose des cours de français, donc à organiser en inter-entreprise, voilà, solliciter par les entreprises dans leur plan de formation. Et du coup, n'hésitez pas, ouais, à noter dans le chat avec quoi vous repartez, ou levez la main si vous souhaitez intervenir pour partager quelque chose. Merci Aurélie de reprendre ce que j'ai écrit.
Effectivement, on a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, vous le savez. Actuellement, on donne des cours dans pas mal d'entreprises. En e-learning, actuellement, nous avons une grosse classe, enfin 2 grosses classes pour un grand groupe informatique américain. Il y a des filiales en France. Nous enseignons le français de langue étrangère à des Ukrainiens et des Russes qui se trouvent dans la même classe. C'est juste pour l'anecdote. Voilà, mais il faut savoir que les cours de français que l'on donne sont donnés à des personnes effectivement étrangères, mais ne sont pas mélangées n'importe comment. On leur fait faire des tests d'évaluation. On a un test qui nous est propre pour savoir effectivement de quel niveau ils sont. Donc, on les regroupe par niveau. Voilà, on peut donner des cours partout puisqu'on fait du e-learning. On travaille avec des GEC, qui sont des groupements d'entreprises, donc ce qui leur permet de payer moins cher le coût de la formation, puisque effectivement il y a un regroupement de salariés. Voilà, nous sommes labellisés Calliope, donc tout est finançable. Et nous faisons également une grosse précision quand même. Nous sommes agréés par le ministère, faire passer des diplômes DELF, DALF, qui sont des diplômes d'État, qui permettent aux étrangers de pouvoir entrer dans des cursus universitaires, de se faire naturaliser, de prolonger leur carte de séjour, etc. etc. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que ça ne se sait pas assez. C'est vrai que les alliances françaises sont plus connues à l'étranger qu'en France. Voilà, nous avons une véritable expertise dans ce domaine et écoutez, nous tenons à votre disposition. Hein. Nous avons un site internet, je fais ma pub, hein, mais je m'aperçois, ce que j'ai entendu, voilà, je pense, le témoignage de IKEA m'a fortement intéressé. Voilà, j'ai cru comprendre qu'effectivement, c'était un petit peu on se débrouille, quoi. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Mais bon, on pourrait en parler ensemble. On pourra vous expliquer un peu comment on travaille. Très bien. Voilà. Je suis en train de vous envoyer mon adresse mail pour effectivement qu'on puisse avoir un petit échange et voir comment on peut avancer un peu sur ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, on fait du français sur objectifs spécifiques, on fait du français de l'hôtellerie, de la restauration, de l'œnologie, de tous les métiers. Voilà, donc nous sommes vraiment, je pense que nous pouvons être un partenaire crédible pour vous aider. Très bien, merci beaucoup. Oui, je voulais juste intervenir, Aurélie. Merci Thierry pour votre intervention. Juste pour votre information, voilà, c'est simplement pour confirmer la qualité des cours de français de l'Alliance française, puisque Action Emploi Réfugiés est partenaire de l'Alliance française à Paris et à Bordeaux pour ces programmes de formation vers l'emploi. Donc voilà, on collabore pour les cours de français. Donc voilà, si vous voulez, la consolidation, le renforcement des cours de français, ça fait partie justement du recrutement inclusif des personnes réfugiées, oui. des associations comme celle du collectif. Voilà, on est tous en lien avec des structures, pas seulement l'Alliance française, hein, il y a d'autres structures évidemment hein, qui accompagnent les personnes réfugiées vers voilà, les consolidations hein, du français, un renforcement linguistique. Mais voilà, évidemment, ça fait partie du recrutement, hein, ça fait partie intégrante du recrutement inclusif au sens large hein, des personnes réfugiés. N'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions peut-être plus précises sur… Oui. Oui, du coup, non, il y a juste par rapport au contact des structures, vous aurez sur la dernière vue l'adresse mail du collectif et du coup, après, on peut réorienter vers la structure pertinente. J'ai une question. Bon, bonjour. Bonjour. Je me permets, bonjour, enchanté, je m'appelle Tissot Sivaraja. Actuellement, je suis chargé de relations entreprises chez Simplon. Mais dans ma carrière précédente, j'étais en fait chef d'entreprise dans une petite équipe de 20 personnes. Du coup, j'avais notamment des personnes qui étaient réfugiées. Mais je me suis retrouvé en fait dans une situation litigieuse avec la mairie qui nous avait envoyé l'inspection de l'hygiène sécurité, par exemple, parce que le monsieur faisait à manger et que ça puait pour eux. Donc, il était d'origine du Pakistan et l'autre personne était algérienne. Donc, les voisins se sont plaints et j'ai eu un contrôle de ce fait par la direction de l'hygiène sécurité. Et finalement, l'inspectrice, par exemple, dans ce cas concret, était surprise parce qu'on était plutôt dans un supermarché, un Vival Casino. Elle ne comprenait pas en fait l'intervention de la mairie et pas aussi qu'on l'avait envoyé. Donc, elle a fait ses vérifications, elle a dit bon, voilà, elle n'avait pas compris et ce n'était pas légitime aussi parce qu'on envoie l'hygiène sécurité sur des restaurants. Donc, elle-même, elle ne comprenait pas. Sur ce type de situation, par exemple,
lorsqu'on a une institution en face avec une situation compliquée, donc j'ai rencontré le maire adjoint et qui était totalement fermé. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les possibilités, on va dire, de recours pour ce salarié, par exemple? Alors là, c'est vrai qu'on sort un peu en toute transparence, on sort du cadre du management inclusif des personnes réfugiées. Et il est vrai que c'est difficile de pouvoir vous répondre sans… Je pense qu'il nous manque beaucoup d'informations parce que là, c'est vraiment un cas très spécifique. Il y a notamment le lien avec la mairie. Là, très honnêtement, on peut difficilement vous répondre. Je ne sais pas s'il y a eu un lien, une relation avec la mairie pour expliquer, pour essayer d'expliquer, mais là, c'est vrai que ou faire appel à un médiateur ou une médiatrice au sein de la mairie, mais voilà, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du management inclusif des personnes réfugiées, puisque là, c'est pas une relation à proprement parler avec l'employeur en tant que tel. La mairie n'était pas l'employeur, si j'ai bien compris, de la personne. Mais voilà, navré de ne pas pouvoir vous répondre très spécifiquement. Oui, mais après, quelques mois plus tard, j'ai perdu en fait ce salarié qui était vraiment efficace. Donc c'est aussi bon, c'était dans mon parcours professionnel, mais j'ai été curieux de savoir un petit peu aussi comment l'accompagner parce que ça générait une frustration très forte. Les deux personnes en fait sont parties. Du coup, et finalement voilà, donc c'était des bons éléments très sérieux, investis. Finalement, j'ai pas senti les choses venir. Et voilà, donc j'ai effectivement ouvert un échange avec la mairie et bon, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur, mais ils n'ont pas assumé. Mais c'était aussi pour pouvoir aussi montrer qu'ils ont fait une erreur. De l'autre côté, rassurer notamment, on va dire, les collaborateurs en se disant, voilà, on est dans un pays de droit, effectivement, vous avez des droits, vous êtes des êtres humains comme tout le monde, et que vous avez toute votre place dans la société française. C'est aussi de montrer aujourd'hui que voilà, le rapport de force n'est pas toujours et plus équilibré qu'on le croit voilà, en France. C'était vraiment sur cet aspect-là que je voulais accentuer. Ok, mais je comprends en tout cas. Merci. Mais je vous remercie. En tout cas, je voulais juste souligner que vous avez eu un bon réflexe et que vous avez apporté des éléments de sensibilisation à la mairie. Quelquefois, voilà, c'est aussi important voilà, vous avez aussi un rôle d'intermédiaire. Si vous êtes vous-même sensibilisé et si vous êtes vous-même concerné et que vous avez les connaissances, de sensibiliser les acteurs institutionnels comme une mairie pour voilà, pour faire passer le message sur les droits et la situation plus globalement des personnes réfugiées en France. Je vais, pour conclure… Merci. Attendez, il y a juste, Miguel, il y a une dernière question. Je pense qu'en effet, ça sera la dernière vu l'heure de Mégane Gorbani. Du coup, je vous laisse la parole. Bonjour et merci pour ce webinaire très intéressant. Donc moi, j'ai juste 2 questions rapides. Donc la première, c'est très pratico-pratique, c'est savoir… et ça fait écho à l'intervention précédente, c'est est-ce qu'il existe un recueil un peu des droits en France justement pour les personnes réfugiées, demandeuses d'asile au travail, donc un peu spécifique pour qu'on puisse justement rappeler quand il y a par exemple des formes de racisme qui s'opèrent, ce qui sort en fait du cadre légal. Donc ça, est-ce que vous avez une ressource intéressante là-dessus? Et ma deuxième question, qui est peut-être un peu plus une ouverture, parce que du coup, j'ai aussi l'impression que… le management inclusif des personnes réfugiées, il y a certaines actions qui sont aussi globalement en fait du management inclusif, que ce soit aussi peut-être parfois pour des personnes handicapées, parfois pour des publics femmes spécifiques. Enfin, en gros, est-ce que vous êtes un collectif qui travaille sur la question des personnes réfugiées au travail? Est-ce que vous avez des liens avec d'autres acteurs qui travaillent sur l'inclusion plus générale et la diversité au travail? Est-ce que vous avez des stratégies un peu communes et des partages d'expériences qui peuvent nourrir un peu vos conseils aussi? Voilà. Alors, je vais répondre rapidement pour le guide à destination des employeurs. C'est vrai que alors, parmi les associations du collectif, voilà, on est plusieurs à avoir des ressources à ce sujet. Moi, je pense notamment
côté Action Emploi Réfugiés, un guide à destination des employeurs sur les droits des personnes, voilà, sur les droits des personnes réfugiées et tout le contexte en milieu professionnel qui va sortir la semaine prochaine sur le site d'Action Emploi Réfugiés que vous pourrez voilà, que vous pourrez consulter. Hein. Et n'hésitez pas si vous avez aussi des questions, mais vous pouvez aussi nous contacter voilà, à l'adresse mail hein, du collectif. On va le mentionner juste après. Et concernant la deuxième partie de votre question, si j'ai bien compris, c'était si on avait des liens avec d'autres partenaires, mais sur d'autres publics qui sont liés à la diversité. Très honnêtement, pour le moment, je n'ai pas de… Non, alors… Je n'ai pas d'exemple. Là, c'est vrai qu'on est centré. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, on est centré sur le recrutement inclusif des personnes réfugiées, puisque c'est le public que nous accompagnons tous et toutes au sein du collectif. Mais évidemment que certaines personnes réfugiées peuvent être notamment en situation de handicap. Vous voyez, et on est amené à aussi avoir des liens. Vous savez, avec des partenaires hein, qui se chargent, notamment Cap Emploi. Là, je pense à Cap Emploi qui accompagne les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Vous voyez, de façon individuelle, on peut accompagner les personnes en fonction de leur situation et leurs besoins. D'accord, oui. Merci beaucoup. Et du coup, je suis désolée, c'est un peu frustrant. Je vais devoir couper les échanges et inviter Mickaël à conclure le webinaire. Oui, pour conclure le webinaire, je voulais rapidement, si on peut reprojeter la dernière slide, et je vais aussi rapidement laisser la parole à Myriam, mais vous pouvez, comme je le disais, voilà, à Mégane, vous pouvez nous contacter hein, à l'adresse mail générique du collectif. Voilà, si jamais vous avez des questions hein, par rapport à ce webinaire. Et comme je vous le disais, avec ce webinaire, on clôture le cycle des 3 webinaires. Hein, le premier cycle de 3 webinaires qui a commencé en juin 2022. Là, comme je vous le disais au démarrage du webinaire, au sein du collectif, des réflexions sont en cours pour programmer un nouveau cycle. De toute façon, évidemment, si vous êtes d'accord, on vous transmettra des informations hein, sur les nouvelles actions du collectif pour vous tenir informés. Et voilà, n'hésitez pas, comme je le disais, si vous avez des questions par la suite, à nous adresser vos questions. Pour clôturer ce webinaire, je vais laisser la parole à Myriam pour qu'elle ait également le deuxième mot de la fin et pour vous parler directement sur la mobilisation des entreprises. Très rapidement, c'était pour vous partager l'impact que ça peut avoir de rentrer dans ce style de programme. Chez IKEA, on avait un engagement d'accompagner vers l'emploi, pas forcément de recruter chez IKEA, et on se retrouve bien sûr à recruter la plupart de nos stagiaires, 81% d'embauche, et ça apporte en plus un vrai plus pour nos équipes et nos collaborateurs. Vous l'avez vu dans la vidéo, la fierté des équipes d'être utiles sur ce style de sujet. Chez IKEA, c'était un nouveau sujet de diversité, même si on accompagne sur toute la diversité. Mais c'est vrai que ce sujet réfugié, avec l'actualité qu'on peut avoir malheureusement régulièrement, l'impact, on va dire, de fierté de nos collaborateurs est plutôt très, très fort. Donc, on encourage bien sûr à aller dans ce sens sur toute forme d'inclusion et de diversité, et sur la partie réfugiés, bien sûr, encore plus aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous lancer. Merci pour toutes les infos que vous nous avez partagées. On va pouvoir nous continuer à avancer sur le sujet et continuer cet accompagnement. Merci Myriam. Au nom du collectif, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous chaleureusement. Voilà, ça a été un plaisir d'animer de la part du collectif ce webinaire, et on vous dit à bientôt. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt, comme je vous l'ai dit, pour vous informer sur nos nouvelles actions et nos prochaines actions. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était très bien. Merci beaucoup. Une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.